Ma patrie, c'est la langue française, c'est Albert Camus qui a dit. Bonjour et bienvenue à l'entretien de télévision publique d'Arménie. Dans le cadre du 17e sommet de la francophonie, on continue à interviewer les ambassadeurs des États membres de l'OIF. Aujourd'hui, notre invité est Jonathan Lacote, ambassadeur de France en Arménie. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup. D'ailleurs, le mot interview provient de l'anglais, mais il est inspiré par le français, c'est ça? Il y a beaucoup de mots qu'on croit anglais qui viennent en fait du français. C'est du mot l'entrevue, oui? Exactement. Pensez-vous que l'anglais est en concurrence avec le français? Je ne placerai pas les deux langues du point de vue de la concurrence. L'anglais existe, vit sa vie, connaît ses propres évolutions, et c'est le cas également du français. Les deux sont des langues vivantes, les deux sont devenues des langues mondiales à partir de leur origine européenne. Ce sont les deux seules langues parlées sur les 5 continents et avec une croissance démographique assez forte. Alors, pourquoi faut-il apprendre le français? Le français a bien des vertus. La première, naturellement, c'est de donner accès à une culture considérable, non seulement la culture française dans toute sa profondeur historique, mais également à d'autres cultures présentes sur l'ensemble du monde. Quand on maîtrise le français, on peut lire à la fois des auteurs du monde arabe, des auteurs africains, des auteurs du Pacifique et naturellement des auteurs européens, qu'ils soient français, belges, suisses et les auteurs du Québec. Donc c'est une seule langue et plusieurs cultures. Le français est également la deuxième langue des affaires dans le monde. Donc c'est une langue qui peut avoir une utilité immédiate. On ne peut pas tout faire en anglais dans le monde. Et c'est aussi une langue très répandue dans le monde juridique, dans le monde scientifique. Donc c'est une langue qui ouvre beaucoup de portes, bien au-delà des seuls aspects linguistiques qui sont déjà nombreux. Alors, quelle œuvre conseillerez-vous à notre audience pour lire, pour savoir? Je crois que quiconque a commencé des études de français peut assez rapidement tenter la lecture du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et je pense qu'en lisant cette œuvre qui est courte, ça lui donnera une idée de la profondeur du monde qu'il peut toucher à travers la magie de la langue française. C'est une œuvre qui ouvre beaucoup d'horizons à travers le désert dans lequel s'est posé le Petit Prince. Vraiment, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Justement pour dire en arménien, inchessa. Il y a des gens qui aiment entendre la parole française, mais on n'ose pas l'apprendre car c'est un peu difficile à capter. Alors, quels conseils pourriez-vous leur donner pour qu'ils apprennent le français assez vite? Alors, il faut partir de l'idée que le français est une langue vivante. Il ne faut pas l'apprendre comme une structure théorique, il ne faut pas se perdre dans les méandres de la grammaire et de ses exceptions. Il faut chercher à parler le français que les Français et les francophones parlent tous les jours. Et là, on s'aperçoit que, et c'est très gratifiant, que chaque effort paye. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, on progresse nécessairement, on se fond dans cette langue française telle qu'elle est pratiquée tous les jours. Et c'est seulement après que l'on peut se lancer dans les grands chefs-d'œuvre de la littérature et dans les grands films, choses un peu plus complexes. N'oublions pas que le français est utilisé aujourd'hui par près de 300 millions de personnes. Ces personnes l'ont appris d'une manière ou d'une autre, il suffit de suivre leur chemin. Mais si je ne me trompe pas, vous êtes aussi polyglotte, vous possédez 6 ou 7 langues, oui. Alors de ce côté, quel conseil donnerez-vous? Qu'il faut essentiellement fonder son apprentissage sur la pratique, à travers les œuvres d'art que les Français et les francophones fréquentent eux-mêmes. Il faut regarder les films que regardent les Français, il faut lire les mêmes livres, les mêmes bandes dessinées que les Français, non seulement pour parler la même langue qu'eux, mais également pour avoir les mêmes références culturelles. Parce que la langue, ce n'est pas seulement une question de vocabulaire et de grammaire, c'est une question de référence, c'est comprendre de quoi parle son interlocuteur, c'est rentrer dans son monde et c'est aussi partager ses valeurs. Il y a une blague aussi, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu dire, on dit que les Français n'aiment pas les chiffres, on compte jusqu'à 69 et on s'arrête, c'est ça? Alors ça, c'est une particularité des Français, mais si vous apprenez le français, vous pouvez très bien apprendre le français de Belgique ou de Suisse, où après 60, vous avez 70, 80, 90, et ça rend les choses beaucoup plus faciles que 70, 80, 90. Donc vous voyez, la francophonie, au-delà du français parlé en France, peut parfois être plus facile que le français sur sa terre natale. Pouvez-vous découvrir un ou deux mots français intéressants pour notre audience non francophone pour exciter leur intérêt à apprendre le français? Voilà, je vous donne le cahier et le stylo. Pouvez-vous écrire et nous montrer et expliquer leur signification?
Donc tout d'abord, je vais choisir le mot culture, un mot très présent dans la langue française et dans les réalités du monde francophone. Je crois que c'est la France qui a été le premier pays à avoir un ministre de la culture. Alors on peut toujours demander qu'est-ce que la culture finalement? C'est un mot qu'on a beaucoup de mal à définir. Mais moi j'ai tendance à utiliser une définition autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on est cultivé une fois qu'on a su trouver sa propre définition au mot culture. À chacun de trouver la sienne. Certains y incluent les arts, d'autres y incluent la cuisine, d'autres vont y inclure des techniques, des choses scientifiques. Donc à chacun de définir ce qui fonde sa propre culture et sur quel socle il construit son identité. Donc pour la culture, je vais donner comme définition, on est cultivé lorsqu'on en a su trouver une définition au mot culture. Et le deuxième mot que je mentionnerai, c'est le mot diplomatie, un mot qui m'est cher. Diplomatie. Tout d'abord, c'est un mot qui mérite d'être mieux connu et c'est un mot qui mérite d'être mieux partagé. La diplomatie est chose trop sérieuse pour être laissée aux diplomates, car qu'est-ce que la diplomatie sinon la dernière étape avant la guerre? Donc c'est le dernier art qui peut être pratiqué avant qu'une civilisation ne sombre dans la barbarie. Merci. C'était intéressant pour nous. L'impossible n'est pas français. Partagez-vous cette idée de Napoléon? Exactement. Napoléon a été un grand producteur de citations et de définitions, et il a souvent illustré les définitions par l'exemple. Donc effectivement, l'impossible n'est pas français, et pour en revenir aux questions purement linguistiques, il y a peu de réalités que le français ne saurait décrire. Et en général, l'impossible n'est pas français? Bon, nous aimons vivre sur cet axiome, et c'est un bon moteur de ceux qui ont le français en partage. Quel objectif a-t-elle la France pour développer le français partout dans le monde entier et rendre plus visible l'OIF? Alors tout d'abord, la France reconnaît qu'elle n'est pas seule à porter le français. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette langue. Pendant longtemps, la France d'ailleurs a très peu pensé à la francophonie. On fêtait la journée de la francophonie partout dans le monde, sauf en France, bizarrement. Donc je pense que maintenant la France elle-même se rend compte qu'elle est partie de cette grande famille et que nous sommes plusieurs à porter cette langue et les différentes cultures qu'elle contient. Donc c'est le principal atout, je pense, aujourd'hui du français pour un apprenant qui n'est pas dans un pays francophone, c'est d'avoir non seulement accès à la culture et à la littérature française, mais également à la culture de nombreux pays du monde. Qu'est-ce que nous faisons? Je mentionnais le mot diplomatie. La réalité, c'est que dans la diplomatie française, la culture est un élément absolument prioritaire. Ce n'est pas une annexe de notre diplomatie, ce n'est pas ce que l'on fait lorsqu'on a du temps, c'est ce que l'on fait tous les jours, parce que nous pensons que la diplomatie passe avant tout par la culture, avant tout par les valeurs. Donc c'est ce qui explique que partout dans le monde, en plus d'un réseau très dense d'ambassades, la France déploie un réseau d'instituts français, un réseau d'alliances françaises, qui sont là non seulement pour donner des cours, mais pour porter la culture française et ouvrir des portes vers le monde francophone. Je crois qu'il n'y a pas un institut, une alliance dans le monde qui n'ouvre pas ses portes aux autres cultures portées par la langue française. C'est aussi valoriser la langue française dans d'autres sphères de notre activité, dans le monde économique. Et de ce point de vue, c'est une très bonne chose que le prochain sommet de la francophonie à Yerevan accueille pour la première fois un forum économique. Cela montrera l'importance du français dans le monde économique, mais également dans le monde scientifique, dans le monde juridique, dans les différents aspects de la vie où la langue peut être importante. D'ailleurs, cette année, lors de la journée de la francophonie, le 20 mars, lors de son discours, Emmanuel Macron a dit que celles et ceux qui pratiquent la langue française en est riche. Votre commentaire? Exactement, je pense que parler le français, c'est une richesse. Ça fait partie du patrimoine d'un individu, non seulement parce qu'il maîtrise une langue en plus par rapport à celle qu'il a déjà apprise, mais parce qu'il a accès à un nouveau monde. Il y a plusieurs mondes sans doute, mais aussi à un ensemble de valeurs. L'apprentissage du français va de pair avec l'acquisition de certaines notions historiques, philosophiques, éthiques, qui sont largement portées par la langue française. L'héritage révolutionnaire, les droits de l'homme, les valeurs de solidarité, les valeurs d'égalité, tout ça est très présent dans la langue française et à travers les œuvres qu'elle a produites, notamment au cours des 2 derniers siècles, mais sans doute bien avant, au cours des Lumières, au cours de la Renaissance, au cours du XVIe siècle humaniste. Donc l'entrée dans la langue française entamerait cet apprentissage, c'est accepter que l'on va se construire une nouvelle identité, qu'on va un peu élargir son esprit vers des horizons complètement nouveaux. Et quelle est cette identité? C'est une identité multiforme, tout d'abord qui accorde une grande place à la culture, à l'éducation. On apprend d'abord le français pour ces raisons-là, et ensuite rentrer dans tout un système philosophique
hérité des Lumières, qui est porté par le français. Donc c'est un grand voyage qui est offert à quiconque se lance dans l'apprentissage du français et qui récompense tous les efforts qui seront à produire dans le domaine de la grammaire et du vocabulaire et des règles à apprendre. On dit aussi que dans la francophonie, on ne connaît que par le plurilinguisme. C'est ça? Effectivement, la francophonie et le plurilinguisme vont de pair. Ceux qui défendent la francophonie, la France en premier chef, n'ont aucune ambition d'imposer le français, d'en faire une langue dominante ou de remplacer telle ou telle autre langue. Nous pensons que le monolinguisme n'a pas d'avenir dans notre monde. Nous sommes actuellement 7 milliards d'habitants, nous allons vers un monde de 11 milliards d'habitants à la fin de ce siècle. Ce serait paradoxal qu'au moment où la population mondiale explose, le nombre de langues se réduise, ce qui est malheureusement la réalité. Donc ce monde devra être multilingue. Non pas que chacun doive parler une langue différente, mais parce que l'ensemble de l'humanité doit communiquer dans une pluralité de langues. Donc, bien sûr, moi je suis le premier à recommander à chacun de parler l'anglais, de parler peut-être une autre langue européenne, d'apprendre le russe ou le chinois ou l'arabe, mais aussi d'apprendre le français. Justement parce qu'il faut apprendre ces grandes langues mondiales. Et il n'y a pas de bonne compréhension du monde sans une compréhension qui passe à travers plusieurs langues. Merci. Et qu'est-ce que l'Arménie peut donner à la francophonie et au contraire? L'Arménie peut beaucoup apporter à la francophonie. Tout d'abord, l'Arménie donne l'exemple d'une nation plurilingue. Moi, depuis que je suis en Arménie, je n'ai rencontré aucun Arménien monolingue. Les Arméniens sont en général bilingues, souvent trilingues et souvent parlent un très grand nombre de langues extrêmement diverses. Donc l'Arménie est la preuve que dans un système éducatif, on peut apprendre avec succès, et très souvent avec un très grand succès, plusieurs langues. Donc c'est un message très fort qu'un pays multilingue accueille un sommet de la francophonie. Ensuite, en organisant le sommet de la francophonie à Yerevan, on amène la francophonie dans une région qui n'est pas une terre de francophonie historique, ni même une région qui soit une région historiquement francophone. Et là aussi, c'est extrêmement important. C'est la première fois qu'on tient un sommet de la francophonie dans un ex-pays de l'Union soviétique. C'est la première fois qu'on tient un sommet de la francophonie aussi dans cette région plus large du Moyen-Orient. Aucun des pays voisins de l'Arménie n'a jamais accueilli un sommet de la francophonie. Et comme je le disais, la langue française, ce n'est pas seulement une langue, ce sont aussi des valeurs. Donc en organisant un sommet de la francophonie à Yerevan, on amène aussi les valeurs de la francophonie en Arménie et dans cette région. Et je pense que Yerevan est une très belle ville à partir de laquelle faire rayonner pendant une semaine et sans doute pendant bien plus longtemps encore les valeurs portées par la francophonie dans cette région. Ces valeurs-là sont bien sûr partagées. Ces valeurs sont partagées plus que jamais, puisque l'Arménie elle-même vient de connaître une révolution. Donc la francophonie sera chez elle lorsqu'il s'agira de parler de démocratie, d'état de droit, mais également du rôle des jeunes, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la participation des citoyens à la vie publique. Tout ça, ce sont des thèmes portés par la francophonie et je pense que ces thèmes recevront un écho particulier cette année à Yerevan. Vous êtes français et l'existence de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'est-ce que ça vous donne personnellement? Alors la France est un parmi 84 des États et gouvernements membres de la francophonie. Donc tout d'abord, l'OIF est un appel à la modestie. C'est le rappel que la France n'a pas le monopole du français. La France n'est plus le pays francophone le plus peuplé dans le monde. C'est maintenant la République démocratique du Congo. Paris n'est plus la plus grande ville francophone, c'est désormais Kinshasa. Et cela montre que nous avons le français en partage et qu'il faut être plusieurs et le plus grand nombre possible à porter cette langue. Non seulement, comme je disais, les pays de la francophonie historique, mais également les pays de francophonie d'adoption dont fait partie l'Arménie. Donc de ce point de vue-là, c'est pour la France un avantage énorme que de voir sa langue portée par d'autres et diffusée par d'autres. Et de voir notre langue, qui historiquement est ancrée dans l'Europe, vivre et se développer sur l'ensemble des 5 continents. Donc c'est une organisation, je dirais, douce. C'est une organisation qui n'a évidemment pas de moyens de coercition. C'est une organisation fondée sur des valeurs et la diffusion de ces valeurs dans l'ensemble de l'espace francophone, avec des prolongements dans le domaine du maintien de la paix, dans le dialogue lorsqu'il y a des différends, dans l'observation électorale, donc avec des prolongements politiques extrêmement importants dans de nombreux pays de l'espace francophone. Juste ici, je voulais vous demander, donc, la francophonie est composée de différents aspects institutionnels, culturels, économiques. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la francophonie peut devenir un pont de l'humanisme et de l'amitié entre l'OTAN, des Nations Unies, de l'Union économique eurasiatique?
Alors effectivement, l'organisation de la francophonie est un peu hors norme au milieu de la famille des organisations internationales. Elle s'est formée de manière très progressive, il n'y a pas de domination d'un pays sur d'autres, elle n'est pas fondée contre quelqu'un. Donc rien qu'en donnant ces différents éléments de définition, on est déjà très différent des organisations que vous avez citées. C'est une organisation ouverte, l'Arménie n'a adhéré qu'en 2012 et accueille d'ores et déjà le sommet. D'autres candidatures seront étudiées lors du sommet de Yerevan, donc la famille francophone s'agrandit. Et c'est une organisation, encore une fois, fondée essentiellement sur l'influence, sur l'entente entre les États et les peuples qui la composent, une organisation d'entraide, sans aucun esprit de contrainte, ni même d'expansion de notre langue et de nos valeurs sur le reste du monde. Il y a quelques mois, la France a lancé un réseau numérique où chacun pouvait proposer ses idées pour développer le français dans le monde entier. Quels résultats on a eu? Donc la France a lancé cette grande consultation numérique ouverte à tous les francophones du monde, intitulée « Moi aussi je parle français », durant laquelle de nombreuses suggestions ont été recueillies par quiconque a bien voulu participer à cette opération. Est-ce qu'on a trouvé des propositions intéressantes, si vous pouvez les citer quelques-unes? Alors, il y a effectivement une volonté de développer le réseau des universités francophones dans le monde. On connaît le succès du programme Erasmus dans l'Union européenne. Une idée fait son chemin, c'est celui de favoriser les échanges entre universités francophones du monde entier. Et là, je pense que là aussi, l'Arménie peut avoir sa carte à jouer avec l'université française qui, je pense, a de plus en plus vocation à devenir une université francophone, qu'elle accueille non seulement les jeunes Arméniens et les jeunes Arméniennes qui maîtrisent le français, mais aussi des francophones du monde entier qui voudront bien venir étudier en Arménie. Quel mot arménien avez-vous appris pendant cette période-là? J'en ai appris plusieurs, mais il y en a un qui suscite une plus grande sympathie, que je trouve très symbolique, c'est le pionik. Pionik? Le phénix. Oui. Parce que je trouve qu'il est très symbolique de l'Arménie, qui est plusieurs fois détruite, plusieurs fois reconstruite et qui ne peut jamais être détruite. Merci. La grenade est l'un des symboles importants de l'Arménie. Elle figure sur le logo du 17e sommet de la francophonie. Et donc, on offre la grenade à tous nos invités. Donc, cela symbolise la paix et la prospérité. Donc, je vous offre la paix. Merci beaucoup. C'est un très beau symbole. Je crois que l'Arménie a vraiment raison de le mettre en avant à l'occasion de ce sommet. Qu'est-ce que symbolise la paix pour vous? Qu'est-ce que signifie la paix pour la France? La paix est quand même l'un des objectifs fondamentaux de la France dans le monde. Nous avons tiré les leçons du XXe siècle. Nous avons mené des réconciliations historiques avec nos principaux voisins, en particulier l'Allemagne. C'est un message que nous voulons porter au monde, c'est que même les haines les plus féroces, les plus ancrées dans l'histoire de deux pays, peuvent un jour se résoudre non seulement par la paix, mais même par la coopération et devenir un moteur de l'union à l'échelle d'un continent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder la paix? Il faut considérer qu'elle n'est jamais acquise et éduquer chaque nouvelle génération à la paix. C'est ce qui se passe au quotidien, non seulement entre la France et l'Allemagne, mais entre l'ensemble des peuples européens. Il faut rappeler ce qu'a été l'histoire, il faut être intransigeant sur l'éducation. Il faut permettre à chacun d'apprendre la langue de l'autre, de s'ouvrir à sa culture, favoriser les voyages, les échanges scolaires et universitaires et transmettre le flambeau à la génération suivante. Merci, merci d'être avec nous. Notre invité était Jonathan Lacote, l'ambassadeur de France en Arménie. Au revoir.